Chers téléspectateurs et auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission La Voix de la Diaspora, coproduction Camer.be, Sopi Prod International, Diaspora Post Magazine. Au lendemain du vrai référendum, le Congo-Brazzaville apparaît plus que divisé. Tensions politiques, angoisse sociale, résurgence du tribalisme et j'en passe et des meilleurs, et des pires si vous voulez. Pour nous éclairer tout au long de ces débats, vous l'aurez compris, le Congo-Brazzaville au cœur de ce débat premier du genre, Antoine Glaser, écrivain et journaliste, fondateur de la Lettre du Continent. Sedi Kaba, rédacteur en chef du magazine en ligne Monde Afrique, ancien rédacteur en chef du magazine Jeune Afrique et ancien responsable du bureau Panapresse, agence panafricaine de presse basée à Paris. Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo. Et enfin, Jean-Claude Fontanier, président du MEDEF International et président de l'Observatoire européen pour l'Afrique et la Méditerranée. Chers messieurs, bonjour et bienvenue. Le référendum a eu lieu dans la sérénité et dans la paix. Voilà le constat dressé par le ministre de la Communication Thierry Mungala. Êtes-vous de cet avis? Je vais commencer par vous, Antoine Glaser. D'abord, j'étais pas à Brazzaville, donc j'ai pas les informations, j'étais pas sur place. Donc en tant que journaliste, je peux pas vous dire exactement comment ça s'est passé, mais d'après ce que j'ai pu lire, entendre et avoir comme source à Brazzaville, même si les communications, comme vous le savez, étaient très difficiles, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde devant les bureaux de vote et que ça a beaucoup surpris les observateurs que le chiffre annoncé par le pouvoir sur le taux de participation semblait beaucoup plus important. Alors est-ce que c'est parce que dans un certain nombre d'endroits, en particulier à Bas-Congo, finalement on n'a pas comptabilisé les bureaux de vote, mais c'est vrai que le chiffre paraît très important par rapport à ce qu'ont pu relever mes confrères, en particulier de l'AFP, de RFI et des journalistes qui étaient sur place et des observateurs. Alors, c'est ma première réflexion. Sedi Kaba, j'apprécie beaucoup la rigueur professionnelle d'Antoine, qui n'a pas souhaité porter de jugement parce qu'il n'y était pas. Mais je partage tout comme lui le fait que nos confrères qui étaient sur place nous ont fait remonter un certain nombre d'informations. Et sur la foi des informations qu'ils ont fait remonter, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de sérénité et de paix. Lorsqu'il y a un exercice électoral de cette ampleur, une consultation référendaire, ça engage quand même l'avenir de toute une nation appelée à se présenter sur une constitution qui est la loi fondamentale d'un pays. Et lorsque, à l'occasion d'un événement comme celui-là, il y a des morts, il y a des gaz lacrymogènes qui sont tirés, il y a des bureaux de vote qui sont brûlés, on ne peut pas parler de la sérénité, quel que soit le camp dans lequel on se situe. Moi, je ne suis ni d'un camp ni dans un autre. Et je pense que c'est cette distance qui nous permet de porter un jugement crédible. Mais de mon point de vue, le fait qu'il y ait eu des bureaux de vote, en tout cas qu'il y ait eu des gaz lacrymogènes tirés, qu'il y ait eu mort d'homme, quel que soit le bilan, quel que soit le camp dans lequel on se trouve. Le pouvoir parle de 4 morts, l'opposition parle de 15 morts. En tout cas, même s'il y a eu un seul mort, il n'y a pas eu de sérénité. De sérénité pour moi. Ça, c'est un élément d'observation, à mon avis, qui est très important à souligner à ce stade de notre échange. Président Modeste Boukadia, en commentaire. Écoutez, comme on vient de le dire, parler de sérénité lorsqu'il y a mort d'homme, c'est curieux. Et organiser un référendum constitutionnel dans des conditions comme ça, surtout qu'il y a des prisonniers politiques, c'est s'interroger. Et en tout cas, une chose est sûre, il n'y a ni sérénité ni paix. Bien entendu, le clairon de M. Sassou dit que le dictateur dit que voilà, tout était serein, c'est normal, il est payé pour ça. S'il ne le disait pas, bien entendu, les gens se poseraient la question. Jean-Claude Fontanier, votre avis? Je partage ce qui a déjà été dit, en tout cas, effectivement, sur les connaissances, effectivement, sur la situation. Moi, j'ai un regard beaucoup plus européen et dans les 25 dernières années, en essayant de promouvoir, effectivement, le dialogue Nord-Sud.
on arrive effectivement à un constat sur effectivement l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement sur un nombre de pays où on a une grande difficulté finalement à harmoniser en tout cas des approches qui pourraient être effectivement à la fois humanistes et qui reposent effectivement à la fois sur la société civile, société politique, et on voit là de grandes divergences. Donc on a effectivement, je dirais, une non-sérénité, je dirais, dans un certain nombre de pays, dont plus particulièrement celui dont on parle aujourd'hui. Permettez-moi d'insister sur les déclarations du ministre de la Communication. Donc sur cette base, deux constats se dégagent. La tendance va au oui, a compris, explique-t-il, là où le vote s'est exprimé de manière minimum. Deuxième constat, la participation a été globalement honnête car la majorité des Congolais est allée voter, assure le porte-parole du gouvernement, avec tout de même une situation contrastée dans le pays. Vous partagez ce constat? Non, je veux dire, c'est le problème au Congo, au Brazzaville, comme un certain nombre de pays africains, c'est un problème de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez un pouvoir qui dispose, bien sûr, tous les moyens de l'État et toutes les possibilités de ce que j'appellerais, c'est un peu court et un peu, dans mon sens, c'est pas péjoratif, mais ce qu'on appelle le théâtre démocratique, c'est-à-dire les institutions, l'organisation des élections, un certain nombre de gens qui veulent se maintenir au pouvoir en Afrique, de présidents, qui savent très bien organiser maintenant des élections. Et le problème, c'est pas d'organiser l'élection, bien sûr qu'on peut organiser les élections. Comme disait un certain président, j'organise pas les élections pour les perdre. Mais le problème, c'est les contre-pouvoirs. Ça veut dire, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les déclarations qui viennent du gouvernement. Ce qui m'intéresse, c'est savoir quelles ont été réellement la possibilité pour des gens qui n'étaient pas d'accord de s'exprimer. Et de pouvoir faire ce que j'appelle le contre-pouvoir, le droit d'expression, le droit à manifester, de ne pas être retenu, enfermé, qu'il y ait toutes sortes de pressions. Dans un pays où, vous le savez tous, au Congo, Brazzaville, il y a quand même toujours en arrière-fond la guerre civile de 1997, et qui pèse quand même. C'est un pays où il y a eu une extrême violence avec des milices, ninja d'un côté, Cobra de l'autre. Donc, je veux dire, ça pèse sur le climat démocratique du pays, et c'est certain que la difficulté, encore une fois, pour moi, l'aune, c'est pas tellement les déclarations, c'est pas de savoir finalement ce taux de participation, c'est le fait qu'on voit bien que il n'y a pas réellement de contre-pouvoir. Il n'y a pas, les oppositions en Afrique n'ont pas les moyens de pouvoir s'exprimer, et c'est pour ça que finalement on voit monter dans un certain nombre de pays des sociétés civiles, et on l'a vu bien sûr au Sénégal, au Burkina Faso, et on voit au Congo que c'est quand même principalement aussi beaucoup de jeunes qui descendent. Effectivement, ce sont les acteurs de la société civile aujourd'hui qui se remplacent, n'est-ce pas, les opposants, et jouent le rôle, le véritable contre-pouvoir. Sidi Kaba, votre grille de lecture sur cette deuxième déclaration? J'aurais souhaité accrocher sur ce qui vient d'être dit, parce que l'émergence des sociétés civiles en Afrique marque aussi le désaveu vis-à-vis du cadre politique. Vous avez le souvenir que, par exemple, lorsque Yahi Boni a été élu pour la première fois en 2006, c'était parce que les Béninois en avaient marre de la classe politique. Ils sont tous pourris, ce sont tous les mêmes. Nous, on veut quelqu'un d'autre. Et Yahi Boni, qui était une sorte qui n'appartenait à aucun parti politique, qui était le président de la Banque ouest-africaine de développement, avait coiffé sur le poteau les politiciens traditionnels. Donc il y a justement une sorte de défiance envers la classe politique qui explique aujourd'hui l'émergence de la société civile. C'est pas le thème de la discussion, mais si vous prenez l'exemple dont on a souvent parlé ici, c'est celui du Burkina. Au Burkina, c'est la société civile qui a assuré le leadership de l'éviction de Blaise Compaoré. Les partis politiques ont accompagné la société civile parce qu'à un certain moment de la lutte politique au Burkina, les partis étaient prêts à accepter le retrait du projet de constitution et à transiger avec Blaise jusqu'à la fin de son mandat. Mais la société civile a dit nous n'en voulons pas. Pour répondre à la question qui a été posée, celle des conditions dans lesquelles le référendum s'est déroulé. Vous savez, lorsqu'on organise une consultation référendaire, il faut d'abord vulgariser le texte. Au Congo, ce qui est paradoxal, beaucoup de gens ont voté sans savoir ce qu'il y avait dans le texte, le 25 octobre. Parce que la vulgarisation n'a pas eu lieu. Le référendum au Congo, c'était pour ou contre Sassou. C'est le 25 qui s'est passé le 25 du mars. C'est ça.
Beaucoup de gens aujourd'hui, si vous prenez des gens qui ont voté et des gens qui n'ont pas voté, ils ne pourront pas vous dire le contenu exact de cette constitution. Donc il y a une difficulté, il y a une première difficulté parce que les gens ne savent pas sur quel contenu ils ont été convoqués pour se prononcer. Ça, c'est un aspect de mon point de vue qui déjà est un biais qui a été introduit dans la consultation référendaire. Ensuite, manifestement, les gens qui étaient contre n'ont pas eu l'opportunité de battre campagne en faveur du rejet de ce projet. Certains opposants ont été assignés en résidence, la résidence surveillée n'a pas encore été levée, il y a eu manifestement des entraves. Il était plus facile, de toute évidence, de battre campagne, de s'exprimer lorsque on est favorable au projet de constitution que lorsqu'on est contre le projet de constitution. À mon avis, c'est une démarche de nature à fausser le caractère démocratique et transparent de la consultation. Président Boukadia, la tendance va au oui? Nature, écoutez, moi je suis un peu déçu. Je pensais qu'il allait nous faire un score de 99,9%, hein, comme on le connaît, c'est un soviétique dans son âme. Et je suis aussi... cela montre au moins que s'il y a 73, c'est ça je crois, ça veut dire que ça montre qu'il a tué beaucoup plus de 750 000 personnes. Hein? Bon, pour revenir dans le débat, je crois que le problème du Congo, c'est l'inexistence de l'État. Il n'y a aucune structure de l'État. Les structures qui fonctionnent, c'est une structure clanique qu'on présente comme étant de l'État. S'il y avait des structures étatiques, des institutions d'État, je crois que ce genre de choses ne serait pas arrivé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, on parle des oppositions. Vous savez, les oppositions, parfois le mot a bon dos. Tous ceux qui se réclament de l'opposition ont servi avec le dictateur Sassou. Ils n'ont jamais démissionné. Il les a virés. Quand on vire quelqu'un, il ne peut pas s'opposer. Celui qui s'oppose, c'est celui qui est naturellement dit « je ne suis plus d'accord avec toi, je m'en vais, voilà ma lettre de démission ». Mais tous ceux qui constituent l'opposition au Congo, ce sont des gens, des collaborateurs immédiats de premier choix du dictateur Sassou. Et on nous parle d'opposition. Le second point, le texte constitutionnel tel qu'il est, il a été vulgarisé le 23. Le 23. Parce qu'on a fait pression, mais les gens vont aller voter, il n'y a aucun texte constitutionnel. Ils l'ont mis en ligne. Et en ce qui me concerne, comme je l'ai dit dans certaines émissions, je ne voulais pas en entendre parler parce que c'est une modification de constitution par caprice. C'est-à-dire, comme il ne veut pas être traduit devant la Cour pénale internationale, il veut vivre vieux au pouvoir, donc il s'est fait cette modification-là. Et ça veut dire, d'abord, la constitution qu'il a changée, c'est lui qui l'a imposée aux Congolais à coups de canon. Et que certaines régions, certaines parties du Congo n'avaient jamais voté cette constitution. Si je prends le cas du Poul, le Poul ou le sud du Congo pouvait ne pas voter, participer à ce référendum. D'ailleurs, il n'a pas participé, parce qu'ils ne sont pas intéressés pour ça. Pour ce qui me concerne, j'avais dit clairement au régime de Brazzaville que s'il change la constitution, je lui opposerai la partition du Congo en deux. Puisque finalement, on se rend compte que l'alternance n'est pas au rendez-vous et ne sera jamais au rendez-vous. Donc autant que, puisqu'il veut rester au pouvoir, mais qu'il reste avec son clan. Et que les autres partis viennent dans la gouvernance démocratique. Jean-Claude Fontanier, un petit mot, très très justement, c'est dans la relation, je dirais, humaine, dans la relation de l'opposant par rapport effectivement au pouvoir. Quand on s'aperçoit effectivement que ce soit en Afrique du Nord ou que ce soit en Afrique de l'Ouest, on s'aperçoit effectivement qu'il y a quand même un thème qui revient à chaque fois, enfin en tout cas dans le comportement, me semble-t-il, c'est celui de dire finalement, si tu partages pas mes idées, si tu les partages c'est parfait, et si tu les partages pas tu es mon ennemi.
Et ça, c'est le terme, effectivement, dialogue un peu compliqué quand on n'est pas dans une conversation, je dirais, d'échange, mais qui est celui de dire finalement tu es mon ennemi. Et quand on connaît la définition de l'ennemi, par principe, finalement, on essaie de le détruire. Donc, et je crois que là, on a un problème, je dirais, en amont, dans les comportements humains et les comportements de ces sociétés qui essayent de s'organiser entre guillemets en démocratie, sauf que on s'aperçoit que ça ne se passe pas effectivement de la même manière, et ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui essayent effectivement de le maintenir. On s'en aperçoit un peu partout. Beaucoup participaient effectivement à la société civile au moment effectivement de la révolution Jasmin en Tunisie. On s'aperçoit effectivement que la société civile a été de manière importante, je dirais, et qui a animé quand même les débats forts. Et encore aujourd'hui, c'est la société civile qui dit aujourd'hui, mais arrêtez, ça fait 3 ans qu'on a fait la révolution et rien n'avance, parce qu'aujourd'hui on discute et on n'avance pas. Donc on a un problème effectivement de positionnement, de dire finalement mon idée c'est la meilleure, je la maintiens et tous les autres je n'entends pas. Donc on va avoir effectivement un certain nombre de difficultés. Puis après on a parlé il y a quand même le financement. Enfin, il faut appeler très justement, on va dire une campagne, une opposition, ça doit s'organiser par rapport à des structures. Alors c'est soit les entreprises, soit d'autres gouvernements, etc. Mais il faut avoir du financement. Et faut-il encore, je ne vais pas rentrer effectivement dans les détails des entreprises, mais finalement, le financement étant quand même la clé de voûte et de manière importante, je dirais, l'opposition, enfin les oppositions, quelles qu'elles soient ailleurs, il faut encore réfléchir par rapport à ça. Oui, mais vous ne donnez pas la possibilité aux autres opposants de la manne qui convient. Vous les entreprises. On parlera de la classe politique. Cette faible participation décrédibilise certainement le référendum de Sassou, bien qu'il le oui soit sorti, j'allais dire vainqueur. Écoutez, c'est vous qui dites que le oui est sorti vainqueur. Hein? Si on voit vos confrères... Je reprends les propos du ministre de la Communication, Thierry Mongala. Ouais, j'ai déjà dit que c'est un clairon. Il ne peut pas faire autrement que de claironner. Quand on prend des médias tels que la BBC dit il y a eu 5% du taux de participation. Effectivement, s'il y a eu 5% du taux de participation, qu'il y ait eu 98% du oui, des électeurs qui se sont retrouvés dans une cabine téléphonique, ça se comprend. Ça se comprend. Mais ce référendum-là montre la limite d'un pouvoir finissant, qui est une fuite éperdue vers l'avant. Et en même temps, c'est un échec pour ce monsieur-là, qui a été dans la scène. Il aurait pu trouver d'autres moyens de sortir. Là, aux yeux de la communauté internationale, il n'a plus aucun crédit. Aujourd'hui, on a noté, n'est-ce pas, lors de ce référendum, une très faible participation, n'est-ce pas, des citoyens congolais. Est-ce qu'on peut dire là que l'opposition congolaise vient de gagner la première manche de ce match assez musclé? Je ne sais pas si c'est une première manche, si c'est un match, mais le problème de fond demeure. C'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de débat réellement démocratique dans ce pays. On voit qu'il y a un président qui a une vraie volonté de se maintenir au pouvoir. On peut dire que voilà, mais je veux dire, c'est encore une fois, pour qu'il y ait un match, il faut quand même qu'il y ait 2 équipes, hein, ou il y a pas 2 équipes, il y a simplement quelqu'un qui est, je dirais, enfin, c'est comme si le PSG jouait avec 6e division. Il y a pas de débat, il y a personne réellement en face. Même l'opposition, bon là, c'est vrai qu'elle a été quand même coordonnée. Mais on sait bien que l'opposition est quand même relativement divisée. Les gens s'entendent pas réellement. Donc on n'a pas senti réellement du côté, même avec les faibles moyens, une véritable opposition. Je suis le petit blanc des bords de Seine. Je sais que c'est plus facile de parler d'ici que d'être à Brazza. Mais c'est sûr que quand on vient vous chercher, qu'on vous enferme pour une journée ou 2 jours, vous pouvez pas voyager. Donc il y a d'abord une pression sur l'opposition. Et c'est vrai que l'opposition, pour une fois, avait fait vraiment un gros effort de dialogue. Ça veut dire, ils ont même rencontré, je sais qu'il y a un certain nombre d'opposants qui ont rencontré même un certain nombre de gens du Parti congolais du travail, donc du PCT, pour un dialogue, parce que au sein même du pouvoir, un certain nombre
de personnalités sont pas d'accord pour le maintien du président Denis Sassou Nguesso s'il voulait se représenter grâce à ce référendum. Donc, ce qui est important, c'est que c'est un processus qui est long, qui est lent, et voilà. Donc, il y a un premier pas. Est-ce que c'est une première manche, pas une première manche, mais il y a un débat démocratique, il y a un débat qui est ouvert au Congo-Brazza comme dans un certain nombre de pays. C'est vraiment quelque chose qui va se faire, qui est en marche. Mais on note aussi quand même que on l'a vu quand même au Sénégal, hein, je veux dire avec la société civile. On l'a vu quand même au Burkina Faso. Alors, un pays ressemble pas à un autre. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, ça sera complètement différent au Congo-Brazza. Ce qui pèse au Congo-Brazza, c'est le passé, ce qui s'est passé, la guerre dans ce pays, ça pèse énormément. Et deuxièmement, ce qui pèse aussi, il y a un environnement régional. On parlera aussi de l'attitude de la communauté internationale qui craint. Absolument. Si ça flambe à Brazza, que ça flambe ailleurs. On reviendra. Et je passe la parole à mon cher confrère. Si vous ne prenez garde, Antoine va bouffer mon temps de parole. Il est habitué, ça rigole. C'est pour cette raison que habituellement je ne m'assois pas à côté de lui. Non, de mon point de vue, l'opposition a commis quelques erreurs stratégiques. Vous savez que lorsque nous étions à Dakar en novembre 2014, au sommet international de la francophonie, et ce qui s'est passé, et qui est connu de tous, le président Sassou avait un candidat qui était Henri Lopez, et disons, pour parler plus prosaïquement, Hollande y avait tordu la main pour mettre Michaël Jean, puisqu'il y a eu, comme vous savez, un huis clos entre Hollande, Sassou, Macky Sall. Et au terme de ce huis clos, le président Sassou a été convaincu de retirer son candidat, ce qui a permis à la Canadienne d'être élue. Et Sassou s'était fâché, il avait quitté le sommet. Et après, il a fait une escale à Cuba, il est rentré à Brazza. Et à l'époque déjà, il avait dit, sous le coup de la colère, sans doute, qu'il allait organiser ce référendum, qu'il allait faire une consultation par la suite. Pour moi, l'opposition aurait dû commencer à s'organiser en ce moment-là, à préparer, à se structurer, à comment. Et il a été rappelé par Antoine que l'opposition s'est structurée, mais elle l'a fait pour moi de façon un peu tardive. Et à la différence de ce qu'on a vu avec le Burkina Faso, l'articulation avec la société civile ne s'est pas faite de façon très satisfaisante, pour reprendre cette expression. Résultat, l'opposition nous avait promis d'empêcher la tenue du référendum. Elle n'a pas empêché la tenue du référendum. Matériellement, en tout cas, l'ambition de l'opposition était d'empêcher que le référendum se tienne. Nous avions parlé avec des opposants qui nous ont dit que ce référendum ne se tiendrait pas. Donc, elle a organisé une manifestation qui a rassemblé beaucoup de monde à Brazza, qui avait fait peur au pouvoir, mais après ça, il n'y a pas eu la dynamique ne s'est pas poursuivie, et pour moi, l'opposition aujourd'hui ne peut pas revendiquer une bataille complète. C'est vrai que son appel au boycott a été relativement suivi, mais aujourd'hui, l'opposition ne peut pas crier cocorico qu'elle a gagné par rapport à Sassou Nguesso. Le peuple congolais qui ne voulait pas rejeter, mais l'opposition elle-même, si elle veut, puisque ce n'est pas fini, on aura l'occasion d'y revenir. Le référendum ne règle pas le problème politique du Congo. C'est vrai que sur un plan personnel, il permet à Sassou Nguesso de se présenter si jamais il y avait une élection, mais il ne règle pas le problème politique. Donc pour moi, l'opposition aujourd'hui ne peut pas revendiquer une victoire sur Sassou Nguesso. Le peuple congolais, par contre, peut dire que oui, il a rejeté puisqu'il n'est pas sorti massivement voté. Est-ce que à ce niveau, aujourd'hui, le dialogue est toujours possible, puisque nous savons tous sur ce plateau que le félin Sassou Nguesso ne restera pas sur sa faim. Donc, stratégiquement, est-ce qu'un dialogue entre l'opposition congolaise, entre guillemets, l'opposition entre guillemets congolaise, et le président Sassou est toujours possible, Modeste Boukadé? Écoutez, vous savez que ce qu'on qualifie d'opposition, pour ne pas dire son opposition, ils se sont retrouvés constamment. Ils se sont retrouvés à Evo, ils se sont retrouvés à Dolisie, ils se sont retrouvés à Brazzaville, et puis à Sibiti. Mais les dernières retrouvailles n'ont pas eu lieu avec comme médiateur local, le cardinal, l'archevêque de Brazzaville. Mais écoutez, chaque fois, moi, je les avais interpellés en disant que le fait que vous dansez au tam-tam du PCT,
vous lui donnerez la force de vous dribbler à un moment donné. Moi, depuis toujours, j'ai refusé de participer à ces dialogues. Parce que quand les autres demandent un dialogue, il n'est pas d'accord. Mais quand c'est lui qui le demande, ah ben, ça devient important. Il faut que, je crois qu'aujourd'hui, je redis toujours la même chose. Depuis quand un chasseur avertit-il le gibier qu'à partir du 20 au 21 octobre, on viendra te tuer? Le 27 septembre, quand le peuple, dans une dynamique spontanée, s'est rendu au boulevard Alfred Raoul, c'est à ce moment-là que la vacance de pouvoir s'était posée. Et il faut dire aussi qu'à un moment donné, l'opposition autorisée a joué dans le camp du PCT en faisant un débat d'un sujet qui n'avait pas eu lieu. J'étais le seul à dire que nous ne devions pas aller au débat du référendum parce que le principal intéressé ne s'était jamais prononcé. C'est au moment où il s'est prononcé que le peuple s'est soulevé. Ce n'est pas l'opposition qui a mis le peuple dans la rue. C'est le peuple qui est allé dans la rue, mais l'opposition officielle n'a pas su canaliser cette revendication. Je crois qu'il faut replacer les événements dans son contexte. Croyez-vous que lorsqu'ils ont eu cette opposition qui était d'abord unique, rassemblée sur le thème de Frocade, qui se sont réunis dans le quartier sud d'Adiata, vers le quartier Le Metz. Ils étaient unis. Comment se fait-il que, à la fin de cette réunion, il y a eu scission? Comment pouvez-vous expliquer que ces deux oppositions officielles, d'un côté le Frocade, dont pour ceux qui connaissent bien l'Afrique, ce sont les anciens ex-ministres de Sassou Nguesso, et l'IDC, ce sont les ex-nouveaux ministres de Sassou Nguesso. Et comment peut-on imaginer que le neveu de Sassou, qui a fait fortune avec son oncle, subitement s'oppose à son oncle? Donc il fallait être naïf de ne pas dire, bon, ben, c'est pour ça, à mon avis, on peut dire qu'aujourd'hui, le dialogue ne va pas régler le problème. De toutes les façons, il n'y a plus de dialogue possible. Ce qu'il y a, c'est de poser le problème de fond qui mine le Congo depuis la loi du 28 novembre 1958. Le Congo n'a jamais été une république telle qu'elle doit être. C'est une mosaïque c'est un mort-né depuis que le général de Gaulle avait imposé monsieur Jacques Opango, qui voulait aller avec Barthélemy Boganda, aller créer la République centrafricaine, alors qu'ils avaient rejeté l'acte de naissance de la République du Congo, une indivisible, le 28 novembre 1958. C'est de là que part le problème. Donc il faut repartir à la base, puisqu'on s'est perdu en cours de route. Nous y reviendrons, président. Jean-Claude Fontanier, vous croyez que le dialogue est la clé, n'est-ce pas, de sortie de crise? Enfin, j'ai beaucoup de difficultés à répondre sur ce point-là, parce que quand on a parlé de dialogue, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une grande difficulté. Très justement déjà de dire, finalement, il faut déjà au moins être deux pour essayer de dialoguer. Et ceux qui sont amenés même à éventuellement dialoguer, soit boycott, soit dire, de toute façon, on ne rentre plus sur la partie. Donc on est a priori, un affrontement, je dirais, en tout cas, intellectuel, mais fort. Mais je dirais, on peut remonter aussi d'un cran. Il faut voir, finalement, quels sont les intérêts des puissances étrangères. Je suis sûr que c'est quand même tout à fait important dans le repositionnement, ou en tout cas géostratégique d'un certain nombre de grandes puissances. Je crois que c'est là où il y aura peut-être une clé de sortie. Qui pouvait imaginer, il y a un an, ce que pourrait être effectivement la Syrie aujourd'hui? Donc ça, on peut méditer sur le cheminement et qu'est-ce qui s'est passé. Donc je pense que une des clés, je dirais, de la réponse ne sera pas effectivement liée, je dirais, à toutes les personnalités, forces vives, je dirais, à la fois politiques et à la fois, je dirais, de la société civile, sera probablement vue encore par l'extérieur. Sedi Kaba, non, moi, le dialogue, vous savez, comme
solution au problème? Il y a deux possibilités. Il y a la solution du dialogue ou la solution politique de façon générale et la solution militaire. Donc, pour moi, il faut privilégier. On l'a vu dans l'exemple de la Syrie qui vient d'être évoqué. On pensait que le régime allait s'effondrer en fournissant des moyens militaires à l'armée syrienne libre, que le régime allait s'effondrer. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, 4-5 ans après, on réfléchit à la solution politique. Il faut éviter que le Congo se retrouve dans cette situation. C'est pour cela que moi, je pense qu'il y a toujours la possibilité de trouver une solution politique au blocage, une solution de sortie de crise. Il a été rappelé à juste titre d'ailleurs que avec Sassou, chaque fois qu'il y a eu des dialogues, qu'il y a eu des engagements, ils n'ont pas été tenus, ils n'ont pas été mis en œuvre. Avant Sibiti, vous savez que même au plus fort de la guerre avec Pascal Lissouba, il y avait un accord qui a été signé sous l'égide des puissances étrangères qui n'a pu être mis en œuvre, et du coup c'est la solution militaire qui l'a emporté. Donc il y a aujourd'hui une crise de confiance de l'opposition envers le président Sassou qui peut rendre le dialogue difficile. Mais il n'y a pas d'autre façon. On ne voit pas, nous, en tant qu'Africains, on ne souhaite pas que le Congo revienne à la guerre civile entre Sassou et Lissouba. On ne le souhaite pas pour le Congo. On a déjà beaucoup de problèmes sur le continent et on ne souhaite pas que le Congo bascule. C'est pour cette raison qu'il faut encourager le dialogue politique. Et aujourd'hui, pour moi, le levier sur lequel on peut s'appuyer, c'est aussi l'affaiblissement de Sassou. On a vu la position de la France, qui est relativement claire, même si on aura l'occasion de revenir. La position des États-Unis, quand vous prenez le rétropédalage, la confusion qu'il y a eu, tout ça. Mais ce que l'Élysée a dit est quand même un peu progressiste par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, en disant que les conditions ne sont pas réunies pour reconnaître le référendum. Quant aux Américains, vous avez vu le communiqué que le département d'État a diffusé hier. Il a très clairement dit que ce référendum n'est pas crédible. Donc, il y a aujourd'hui des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour convaincre le président Sassou de discuter avec ses opposants pour trouver une sortie politique et éviter qu'on aille au clash. Parce que même s'il y a 10-15 Congolais qui meurent, parce que dans le cadre de cette confrontation, ce serait un gâchis pour ce pays formidable, qui aurait pu être le paradis d'Afrique. 3,5 millions de personnes, ou 4 millions seulement, avec 400 000 barils, si ce pays était bien géré, le Congo attirerait beaucoup d'Africains. De la proposition que je fais, qui est une proposition humaniste. De la scission du Congo? Ah non, non, je ne parle pas de la scission. On y reviendra. Antoine Glaser sur le... Je suis d'accord avec mon frère africain. Sur le dialogue opposition, oui, pouvoir en place. Le dialogue, mais encore une fois, le dialogue là... Je crains, enfin moi je suis observateur en tant que journaliste, c'est pas à moi de dire s'il doit y avoir dialogue ou pas, simplement en tant qu'observateur de journaliste, on voit bien que apparemment le dialogue est rompu, dans le sens que ce que dit l'opposition c'est désobéissance civile, donc eux ils restent dans les vestiaires et ils n'ont pas l'intention de retourner sur le terrain, donc on est quand même dans une... À mon avis, mais c'est l'observateur qui parle. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis apparemment, on est dans une phase, quand même, on rentre là dans une nouvelle phase de confrontation. Ça veut dire une partie de l'opposition à la société civile considère, voilà, qu'il n'y a pas de dialogue puisque maintenant, voilà, il y a la Constitution. On va forcément, vous savez que la Constitution, c'est pas hasard hein, s'il y a une accélération. C'est qu'il faut absolument, selon les statuts de l'Union africaine, il faut toujours que les constitutions soient changées 6 mois avant l'élection. Donc là, on voit bien qu'on rentre dans un processus. On est déjà dans la période électorale. Donc c'est pour ça que le président, il a attendu, Denis Sassou Nguesso, il a attendu, il voulait pas, et même je sais qu'une partie de l'opposition aussi était d'accord pour ne pas gêner les jeux. Hein, les Jeux africains. Donc, et vous avez vu, c'est même 2-3 jours tout de suite après les Jeux qu'il y a eu à Brazzaville où l'affaire a été accélérée du référendum. Référendum, enfin, je connais beaucoup moins l'Afrique que vous, mais un référendum, vous avez 135 pages de constitution, qu'est-ce qui va lire ça? Si vous entendez le pouvoir, ils vous disent ouais, mais la Constitution, on parle pas, c'est pas l'histoire de l'âge du capitaine qui va avoir 72 ans au mois de novembre et les 70 ans, c'est pas non plus l'histoire des mandats, c'est parce que on va équilibrer maintenant la parité homme-femme et puis il y a plus c'est l'abolition de la peine de mort, etc. Enfin, on est en Afrique. Moi, je trouve ça extraordinaire, franchement, surtout au Burkina Faso. C'est pour ça, moi je suis toujours très, très optimiste sur la démocratie en Afrique. Quand vous voyez des jeunes qui pour la plupart, certains nombres sont
pas tous, mais en Burkina Faso, qui n'étaient pas du tout, qui étaient quasiment analphabètes, mais qui avaient des pancartes en disant « touche pas à ma constitution », je trouvais ça une avancée démocratique extraordinaire. C'est parce que certains disaient l'article, ils savaient même l'article 37 de la Constitution, parce qu'ils savaient que c'était au niveau du symbole, c'était très fort. Touche pas à ma Constitution, comme ici on disait touche pas à mon pote. C'est-à-dire touche pas à ma Constitution, c'était cette volonté de changement, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qui s'est exprimé. Mais l'histoire du dialogue, je veux dire, c'est pas à nous. Encore une fois, le dialogue, savoir est-ce qu'il faut le dialogue ou pas. Là, à l'heure actuelle, on voit qu'on est plutôt parti dans la confrontation. Monsieur Glaser, ce que vous dites est tout à fait juste. Surtout que cette constitution-là, c'est lui-même qui l'a imposée et c'est lui-même qui l'a taillée sur mesure. Ça veut dire que la question qui est posée aujourd'hui, où commence la démocratie, où elle se finit? Voilà le véritable fond. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'image qu'il a donnée en Afrique, c'est que les constitutions en Afrique, c'est comme un pull. On le fait, et puis quand ça ne sert plus, on détricote. Voilà. Et c'est sur ça que nous ne sommes pas d'accord. Et puisqu'il le fera toujours, parce qu'il a toujours fait, je crois que pour l'intérêt, comme le dit votre collègue à votre gauche, même un, c'est de trop. Aujourd'hui, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons déjà perdu 750 000 personnes. Et vous savez ce que, d'une part, et d'autre part, vous savez ce qu'il a fait de 350 jeunes qu'on appelle soi-disant les disparus du beach. Vivant dans des conteneurs jetés dans le fleuve. D'autres jetés dans les trous, aspergés d'essence et brûlés vifs. Vous voyez qu'on peut décemment continuer à vivre dans ces conditions-là. Voilà pourquoi je crois que il est d'abord parler de dialogue avec ce monsieur, ce type, ce malfaiteur, ce n'est pas honorer les morts. Est-ce que cette situation de chaos, justement, ouvre la voie à une partition du Congo, Modeste Boukadia? Je ne me suis pas caché sur ça. Je ne me suis pas caché. D'abord, non seulement ça n'ouvre pas, mais on revient à l'origine. J'ai expliqué que la loi du 28 novembre 1958 qui a créé la République du Congo était signée par 3 partis, l'UDDA du président Fulbert Youlou, le PPC du président Kongangot et le MSA du président Jacques Opango. Ça, c'était au matin. L'après-midi, lorsque la loi voulait être ratifiée pour changer l'Assemblée territoriale du Moyen Congo en Assemblée nationale de la République du Congo, le MSA s'est retiré puisque le Jacques Opango avait été sollicité par Barthélemy Boganda pour créer la République du Centrafrique. Ce n'est que le général de Gaulle qui a fait pression, qui avait donné des gages à Barthélemy Boganda que la République centrafricaine telle qu'elle était pouvait accéder à l'indépendance et avait donc ramené Jacques Opango dans la République du Sud, puisque le MSA s'étant refusé, la partie nord s'étant refusée, donc la République du Congo qui était née était exactement la République du Sud Congo. Donc moi, ce que je propose aujourd'hui, puisque les députés du Nord n'avaient jamais avalisé, n'avaient jamais signé la reconnaissance de la République du Congo, qui n'est autre, qui a muté, c'est-à-dire la République du Sud Moyen Congo, en République du Congo, c'est que nous repartons au point de départ. Et que dans ces conditions, la partie nord du Congo fasse aussi la même démarche. Comme ça, chacun va créer les critères de convergence économique. C'est la seule façon de se respecter. Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais vu un dirigeant du Sud aller tuer les compatriotes du Nord. Jamais. Mais chaque fois, ce sont des dirigeants du Nord qui viennent de tuer les citoyens du Sud. Non, depuis Marie Ngouabi, je suis pas d'accord. depuis Marie Ngouabi, vous n'avez jamais vu un président du Sud aller faire la guerre au Nord. Jamais. C'est Dikaba. Je parle à la fois en tant que journaliste, mais en tant que militant panafricain aussi.
Moi, je crois que l'une des intelligences des pères fondateurs de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité africaine, a été justement de geler, de revendiquer l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Parce que si on avait ouvert la boîte de Pandore... Alors pourquoi l'Érythrée? Pourquoi l'Érythrée? Ça, ce sont des contre-exemples. L'Érythrée aujourd'hui, et d'ailleurs, l'exemple le plus malheureux, c'est celui de la séparation du Soudan et du Soudan du Sud. Aujourd'hui, si vous voyez le Soudan du Sud, qui a été créé à la suite de tout ce que le lobby américain les pressions qui ont été exercées par les George Clooney, les autres, tous ces grands acteurs de showbiz. Et même français. Et même français. En disant aux Soudanais, il y avait un problème sérieux au Soudan. Et le fait que le pouvoir soit à majorité un pouvoir arabe au Soudan, a fait que, justement, une sorte d'apartheid s'est créée vis-à-vis des Soudanais du Sud. Ça, c'était des vrais problèmes. Mais la solution qu'on a trouvée n'a pas réglé le problème. On a mis les Sud-Soudanais entre eux aujourd'hui. La guerre civile qui fait des milliers de morts, dont personne ne parle sur le plan international, est tout à fait regrettable. Moi, je pense que le problème du Congo, comme dans d'autres pays, c'est pas le problème d'antagonisme entre les ethnies. C'est un problème de gouvernance démocratique et de gouvernance économique. Si on trouve des gens qui peuvent gérer de façon correcte, qui peuvent se mettre au-dessus de considérations ethniques, on peut le faire. Il y a des pays qui réussissent en Afrique, des pays qui sont multi-ethniques, qui sont multilinguistiques, qui ont plusieurs régions où les fractures entre les régions sont visibles, qui réussissent du point de vue parce qu'ils ont assis une gouvernance démocratique, parce qu'ils ont assis une gouvernance économique, qui ont réussi à passer ce problème. Parce que si on dit que, parce qu'il y a des différences entre le nord et le sud, au Niger on ferait les différences, moi je suis du Niger, c'est pour cette raison que j'en parle, entre l'ouest et l'est, dans d'autres pays on ferait des différences. La seule façon de régler ces problèmes, de régler nos différences dans les pays africains, c'est d'asseoir une gouvernance démocratique, d'avoir des dirigeants, justement, qui sont soucieux, qui ne considèrent pas leur village, qui ne considèrent pas leur région, parce que l'équipe actuelle au Congo, aujourd'hui, le Congo est quasiment sous la coupe réglée de la famille de Sassou Nguesso. Toute cette enquête de biens mal acquis, vous savez ce qu'elle a donné. On parle de 113 comptes rien que pour la famille Sassou Nguesso, d'après les enquêtes de police ici en France. Donc le problème du Congo, c'est pas un problème entre le Nord et le Sud, c'est un problème de gouvernance démocratique et économique. Mais non. Je ne vous laisserai pas dire ça parce que quand vous dites que c'est un problème de gouvernance, ce n'est pas un problème de Nord-Sud. Comment pouvez-vous expliquer que lorsqu'on tue les populations du Sud, aucun responsable politique du Nord ne condamne ça? Non, on ne peut pas le dire. Oui, c'est une vérité absolue. Et comment voulez-vous que quand je demande à Sassou de mettre en place un gouvernement d'union national entre le Nord et le Sud, il me condamne à 30 ans de travaux forcés. Et il jette les cadres de mon parti en prison pour 7 ans ferme. Je vais juste donner l'exemple. Aujourd'hui, au moment où on se parle, dans cette question du référendum, on a vu que les Congolais ont été capables, il y a des gens du Nord, il y a des gens du Nord et du Sud dans le combat. Dans l'opposition, dans les gens qui s'opposent à Sassou. Il y a des gens du Nord, il y a des gens du Sud. Là, je crois que vos informations ne sont pas justes. Mais je connais les gens, je connais le Congolais. Écoutez, c'est dit Kaba. Quand il y a eu, quand on demande aux gens de sortir, ceux qui sont sortis, ce sont les populations de Brazzaville Sud. Oui, les populations de Brazzaville Nord. Ça, c'est le pouvoir qui l'a fait. Un instant, on aura le temps d'avancer. C'est dit Kaba, on note quand même l'abandon de toute la partie sud du Congo. On note que les institutions sont gérées par l'élite issue du Nord, que ce soit dans l'armée ou les institutions régaliennes ou républicaines. Il y a quand même lieu de s'interroger sérieusement sur les réelles motivations d'un pouvoir qui a la volonté de museler et de restreindre ou alors de mettre en sourdine toutes les velléités expansionnistes de l'élite du Sud. Oui, parce que Sassou, c'est ça. Sassou n'a pas une conception démocratique du pouvoir. Lui, il a une conception ethnique et familiale. Comment expliquez-vous que les élites du Nord
puisse s'émanciper et que celle du Sud n'arrive pas parce que le pouvoir, à accéder aux affaires. Mais il y a quand même là. C'est une stratégie du pouvoir. Nous sommes tous ça. Vous êtes africain comme moi, Sidi Kaba. On va se dire les vérités. Lorsque une tribu réussit à acquérir ou alors à s'asseoir sur le gâteau national, il y a un problème. Il y a un problème. C'est même dangereux. Voilà. Absolument. Donc aujourd'hui, je pense que on ne dira pas que cette volonté de partition soit non, moi je ne pense pas que les solutions aux problèmes africains sont de la partition, parce que pour une raison simple. Lorsque aujourd'hui l'Afrique veut peser, vous n'allez pas créer des États d'1,5 million et de 2 millions pour penser pouvoir dans les affaires internationales. Mais on peut parler aussi. Non, mais bien sûr. Écoutez, monsieur. Écoutez, monsieur. Quel est le rôle d'un État? Quel est le rôle d'un État? Un État a plusieurs rôles. Le rôle d'un État, c'est de subvenir aux besoins des... Il y a d'abord les missions régaliennes de l'État, que vous savez, assurer la sécurité, assurer l'éducation, assurer le bien-être de la population, protéger les frontières. Donc, je ne veux pas faire un cours de déontologie. Et ça, dans le cas du Congo... Ça, dans le cas du Congo... C'est une faillite. Là, dans le cas du Congo, ça n'existe pas. Donc nous avons... Est-ce que la solution, c'est la partition? Nous avons... C'est un droit inaliénable à tout peuple. C'est un droit inaliénable à tout peuple. Moi, je vais venir défendre mon frère africain. Il a totalement raison. Je veux dire, le problème, c'est pas un problème de partition, sinon on n'en finit plus. Après, vous allez avoir Pointe-Noire qui va pas être d'accord avec Brazza, et vous allez encore casser entre deux. Non. Le problème de fond, Sédic a totalement raison, c'est un problème de représentation et de redistribution dans des pays qui ne sont pas encore des États-nations. Ça veut dire, quand vous avez des États qui ne sont pas encore effectivement constitués et que vous vivez en double détente avec des institutions, un pouvoir qui est vraiment clanique, ethnique, à ce moment-là, c'est un problème de redistribution. Un problème de redistribution, un problème de représentation. Il faut que dans des pays où les gens n'ont pas confiance dans les institutions de l'État, au moins que des gens puissent les représenter. Au niveau surtout des pays de rente comme le Congo, c'est un problème vraiment de redistribution. Et c'est ça le fond du problème, c'est pas de couper le pays en deux. Donc d'après vous, si par exemple les Auvergnats prenaient toutes les institutions de la France, ils ont essayé, on les a empêchés. Vous voyez. Ils ont laissé les bars et tabac aux Chinois. Donc c'est pas nous qui avons choisi ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'en réalité, le but c'est quoi? Le problème, c'est la représentation et la redistribution. C'est la raison, c'est vraiment la Donc on va avancer pour parler de la position de la France, n'est-ce pas, quant à ce référendum. Hollande avait dit au début que le président Sassou Nguesso pouvait consulter le peuple. Mais on voit aujourd'hui que il y a comme une évolution ou un glissement, s'il faut le dire, de la position élyséenne. Antoine Glaser. Le problème de fond de la France, c'est qu'en tant qu'ancienne puissance coloniale, elle reste toujours forcément dans une certaine ambiguïté. Vous avez d'un côté les grands principes, énoncés, rappelés par la conseillère Afrique du président Hollande, qui prend un communiqué évidemment sur le fait, en remontant à ce qu'il avait dit à Dakar ou à la francophonie à Kinshasa, sur la démocratie, il ne faut pas changer les constitutions, etc. Et puis vous avez les intérêts stratégiques et économiques de la France, qui fait que la France, c'est facile pour les États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup plus de mal à se prononcer sur des pays d'Amérique latine dans leur arrière-cour quand il y a des problèmes au Mexique. Et le problème est parce que, évidemment, c'est plus facile pour Obama de dire quoi que ce soit sur les pays africains alors qu'il n'y a pas ni militaires, ni rien. Enfin, il y a quand même quelques militaires et un certain nombre d'instructeurs. Ils sont à Djibouti. Mais globalement, c'est vrai que vous pouvez pas ne pas tenir compte de l'histoire et l'ancienne puissance coloniale. Regardez, c'est exactement la même chose pour le Burkina Faso. Juste avant, le jour même où tombe Blaise Compaoré, l'Élysée fait fuiter une lettre en disant, voilà, Hollande a envoyé une lettre à Blaise Compaoré en lui disant qu'il ne faut pas changer la Constitution, il ne faut pas se maintenir au pouvoir et qu'il lui offre la place de la francophonie. En plus, ça a fait rigoler tout le monde parce que les gens ils connaissent Blaise Compaoré, ça vous lui proposez peut-être l'Institut des hautes études de défense nationale, mais francophonie, c'est pas vraiment son truc. Donc, mais il lui propose la francophonie, et puis à un moment donné, quand il est tombé, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les forces spéciales françaises pour l'exfiltrer. Donc la France, forcément, a une position qui reste ambiguë, que le président soit de gauche, de droite,
en bas ou en haut, il est prisonnier de cette propre histoire. Alors là, pourquoi? Parce qu'il y a l'opération Sangaris en Centrafrique. Là, ce sont les troupes françaises. Ils essayent absolument de se désengager. Ils disent s'il y a le feu au Congo, qu'est-ce qui se passe dans toute la région, etc. Donc, en tant qu'observateur, je vais pas dire voilà, il a dit ça. On voit bien quand il est dans une conférence de presse comme ça, qu'on lui demande alors le Congo, il dit le président Sassou Nguesso, il consulte son peuple et tout. Puis après, il balance un communiqué en disant faut pas changer la Constitution. Bref, on est dans l'ambiguïté. Excuse-moi d'avoir été aussi long. Non. Sidi Kaba, sur la question de l'ambiguïté élyséenne. Absolument. Non, l'ambiguïté élyséenne, elle n'est pas que sur le cas du Congo. Le cas du Congo illustre jusqu'à la caricature cette ambiguïté. Mais vous avez le souvenir que le président Hollande nous avait promis au niveau de l'engagement numéro 58, le démantèlement de la France-Afrique. On n'y est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, un des meilleurs alliés de la France, quand même, c'est Idriss Déby. Et vous savez que entre Idriss Déby et le Parti socialiste français, il y a le cas Ibni, le cadavre de Ibni Omar Mamad Saleh, cet opposant qui a été enlevé et dont tout le monde pensait que, compte tenu des relations personnelles que Ibni avait avec les socialistes, quand ils arriveraient au pouvoir, qu'ils allaient exiger de faire la lumière. Aujourd'hui, le pouvoir français ne veut pas qu'on en parle au nom justement de la réelle politique, de l'engagement que Déby avait eu au Mali et en Centrafrique. Donc Déby est devenu fréquentable. Donc il y a aujourd'hui une difficulté de la France, du régime actuel, à rompre avec ce qu'on a appelé jusqu'ici la France-Afrique. Et dans le cas du Congo, comme dans d'autres cas, il y a beaucoup de sphères d'influence. Il y a les milieux économiques, je parle sous le contrôle du MEDEF, qui a des intérêts au Congo, qui veut qu'on ménage un peu le régime de crainte qu'il ait par la suite. Vous savez souvent comment fonctionnent les régimes en Afrique. Lorsque on met trop de pression, lorsque la France met trop de pression, dit nous allons aller vers les Chinois. Les Chinois sont là, etc., pour faire une sorte de chantage et obtenir ce qu'ils veulent. Donc il y a beaucoup d'influence, il y a les milieux économiques, il y a les militaires aussi qui influent dans la position. Et puis il y a la cellule élyséenne. Dans un premier temps, Hollande a fait la déclaration qu'il a faite, mais le Parti socialiste et la cellule Afrique de l'Élysée se sont aperçus de l'immensité, puisqu'il y a eu un soulèvement, il y a eu une réprobation quasi unanime, à la fois en France et dans la société civile africaine de ce que Hollande a dit. Donc, on est arrivé à ce rétropédalage où l'Élysée a sorti un communiqué et par la suite, le dernier communiqué sur le référendum disant que les conditions actuelles dans lesquelles ça s'est passé ne permettent pas d'en prendre acte, etc. Donc, vous savez, dans un langage assez ampoulé, chacun a compris ce qu'il veut comprendre dans le communiqué qui a été. Modeste Boukadia. Mais en tout cas, moi, connaissant François Hollande, c'est un homme brillant. Il a été major de sa promotion, je crois. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas prononcer des choses dont il n'a pas suffisamment pesé. Donc, quand il prend une décision, en ce qui concerne, on aurait pu l'accepter quand il s'agissait d'un système démocratique où chacun s'exprime. Mais concernant Denis Sassou, qui est un malfaiteur notoire, c'était lui donner un permis de tuer. Ce qu'il a fait. Mais en même temps, je me suis félicité de cette déclaration soutenant Denis Sassou. Et pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais dit que si jamais Denis Sassou organise un référendum constitutionnel, je lui opposerai ipso facto un référendum d'autodétermination. Donc la France ne peut pas le refuser. Voilà pourquoi je dis que c'est très brillant ce qu'il a fait. Il m'a offert la possibilité d'invoquer l'autodétermination, qui est un droit inaliénable des peuples. Et sur la seule, parce que le Sud Congo a été délesté. Ça, les experts, les services français ont le chiffre exact. Nous avons comptabilisé par rapport aux classes d'âge 750 000 personnes qui manquent à l'appel. Au niveau de la Bosnie, c'était 700 musulmans. Toute la communauté internationale s'est mobilisée à croire que la vie des Noirs, ça ne compte pas. Donc on dit, ah non, il y a le pétrole, donc on étouffe. Voilà pourquoi la déclaration du président français
qui engage donc l'État français, et la France m'a fait énormément plaisir, parce que le peuple du Sud Congo aujourd'hui attend seulement, d'ailleurs, je veux envoyer le courrier au secrétariat général de l'ONU pour demander la mise en place d'un gouvernement provisoire du Sud Congo, et je veux demander à mon conseil d'ester total en justice pour que les redevances soient mises dans un compte séquestre. Alors, actualité africaine oblige, Alassane Ouattara vient de remporter les élections présidentielles en Côte d'Ivoire à 84%. C'est quand même encore un score assez astronomique, Antoine Glaser. C'est astronomique, encore une fois. C'est astronomique si vraiment il y avait eu en face un certain nombre d'opposants crédibles. Mais vous savez bien qu'actuellement en Côte d'Ivoire, le grand problème, c'est que même au sein même du Front populaire ivoirien, vous aviez le président, enfin le secrétaire général, le président Afi N'Guessan, le candidat du Front populaire ivoirien, mais l'homme charismatique et celui qui était le véritable opposant d'Alassane Ouattara, qui est l'ancien président Laurent Gbagbo, qui est actuellement à la Cour pénale internationale pour être jugé. Donc ils se sont en plus émiettés, même dans le camp. Vous avez 3 candidats qui à la dernière minute finalement ont boycotté cette élection. Et puis là, on retombe encore une fois sur le problème des moyens d'opposition et des moyens de l'État. Enfin, même si c'est pas l'avion de l'État, mais le président sortant Alassane Ouattara a fait campagne avec un avion, la location d'un avion privé. Vous avez un jet privé, ça vous permet déjà de pas être fatigué, vous avez fait toutes les villes du pays, vous avez tous les moyens de l'État, je veux dire, et en face, il n'y avait pas photo, donc ça peut être 84, mais encore une fois, le problème, c'est un problème de débat politique, de droit à l'expression et de contre-pouvoir. C'est ça qui est important. C'est-à-dire le reste, c'est pas ça. C'est-à-dire qui croyait qu'il allait perdre, qui pensait qu'il allait perdre. Comme vous avez tellement le moyen. Je veux dire, après, c'était ce qui était très important en Côte d'Ivoire. Et ce qu'il faut discuter, c'est pas le score, c'est le taux de participation. Le gouvernement affirme que c'était 55%. L'opposition conteste ce chiffre. C'était le taux de participation, le taux d'abstention qui est le plus important, à mon avis, dans ces élections ivoiriennes. C'est dit Kaba, je crois que la Côte d'Ivoire. Oui, le président Ouattara a bien verrouillé le scrutin. Parce que, comme vous savez, en 2010, il y a eu... le scrutin avait beaucoup plus d'enjeux, il était beaucoup plus incertain parce que il y avait un candidat du FPI, il y a Laurent Gbagbo en l'occurrence, il y avait un candidat du PDCI qui était Arikwana Bédié, il y avait Ouattara, c'était les 3 premiers qui s'étaient partagés les 3 premières places, c'était le podium de 2010. Donc aujourd'hui, en 2015, le président Ouattara a réussi à empêcher le PDCI d'avoir un candidat officiel. Il y a eu certes Kwanambani et d'autres, mais ce n'étaient pas des candidats qui ont compéti sur la barrière du PDCI. Donc le fait que le PDCI, qui est quand même l'ancien parti unique, qui a la plus grande assise nationale, n'ait pas présenté de candidat a été une manœuvre que Ouattara a su bien jouer. Ça lui a permis justement d'aller avec beaucoup plus de chances de remporter le scrutin. Et comme dans le camp d'en face, le FPI de Gbagbo a été affaibli avec ses divisions entre une aile dirigée par Aboudraman Sangara qui reste fidèle à Gbagbo, qui dit que tant que Gbagbo ne revient pas de la haie, on ne fera pas de politique, et l'autre aile qui est une aile qu'on peut appeler pragmatique de Afi N'Guessan, qui dit que bon, on va quand même rentrer dans le jeu politique pour ne pas disparaître. Donc il a su verrouiller de cette façon, et puis maintenant il y a l'argument des moyens. C'est Ouattara qui a dit bon, puisque vous n'avez rien, je vous donne 100 millions. C'est lui qui a dit au trésor public ivoirien de donner 100 millions à chaque candidat pour leur permettre d'avoir un peu d'argent de poche. Parce que lui, il a dépensé 15 millions d'euros environ. La campagne a coûté en termes de gadgets, en termes de biens qui lui ont été distribués, c'est un budget de presque 15 millions d'euros. Et dans ce cas, vous savez que si vous ne combattez pas à armes égales entre quelqu'un qui a un Kalachnikov et un char d'assaut, c'est clair que la bataille est complètement déséquilibrée. Moudès Boukadia, le complice de Denis Sassou Nguesso, vient de remporter les élections. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous savez, pour moi, la Côte d'Ivoire n'a pas encore fini de solder l'héritage du président Fouet-Boigny. Ils sont en train
mettre du sparadrap pour que ça semble aller. Et moi, je ne voudrais pas que le Congo règle, dans 50 ans, sera aussi dans la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en train de régler l'héritage de Sassou. C'est bien beau de gagner comme ça quand on envoie les autres à la haie et qu'on reste à la maison. Sedi Kaba, à 1 an de l'élection présidentielle en RDC, pas de calendrier électoral, absence de consensus, et j'en passe et des pires. La RDC, les opposants ont tiré la sonnette d'alarme. Ah oui, non, ils ont tout à fait raison de tirer la sonnette d'alarme. On ne sait pas ce que veut finalement le pouvoir. Un jour, il a dit qu'on va recenser la population congolaise. Or, le recensement, si on devait le faire, empiéterait sur la présidentielle. Donc, il y a là-bas aussi une volonté de confiscation du pouvoir. Le problème, puisqu'on arrive vers la fin de notre émission, le problème sur notre continent, c'est le problème de l'alternance. Il faut que les gens comprennent que le pouvoir, on vient pour partir. Qu'il y a une vie après le pouvoir. Là, beaucoup de dirigeants africains pensent que, bon, quand on vient au pouvoir, il faut mourir là. Ça, si on n'en sort pas aujourd'hui, ce n'est plus... Ça avait été possible il y a longtemps, mais comme a dit Antoine, aujourd'hui, la société africaine a changé. Les jeunes, on l'a vu au Burkina, on le voit sur d'autres parties du continent, il y a une jeunesse qui ne veut plus entendre, il y a une société civile, il y a des choses. Les gens sont sur des réseaux sociaux. Avant, dès qu'il y a un problème, on coupe l'antenne d'une radio, etc., on s'assoit. Aujourd'hui, même si on coupe les antennes, il y a des possibilités, des réseaux sociaux, il y a des Twitter, il y a etc. sur le continent africain. N'oublions jamais que l'Afrique est le continent qui a fait le plus grand bond en matière de téléphone portable. L'Afrique a sauté le cap du filaire pour aller directement. Aujourd'hui, dans les sociétés, dans les foyers africains, vous partez au village, dans les villages, les gens ont le téléphone portable. Donc, ils ont accès on ne peut plus faire comme on a fait avant. Il faut que nos dirigeants comprennent. Et malheureusement, au Congo aussi, au Congo d'en face, pas le Congo Brazzaville, dans le Congo d'en face aussi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes et malheureusement, là-bas, compte tenu de l'immensité du Congo, si les gens ne prennent pas garde, les dégâts vont être beaucoup plus énormes qu'au Congo-Brazzaville. Antoine Glaser, d'un trait. Oui, non, mais j'ai un peu exactement la même analyse. C'est vrai que on voit comment chacun essaye de se maintenir au pouvoir. Certains organisent des référendums, changent la constitution, d'autres laissent filer avec des prétextes de recensement général pour se maintenir au pouvoir, etc. Et Sidi qui a complètement raison, je veux dire, l'Afrique, et c'est le continent qui est en mouvement. Pour moi, la vieille Europe, elle stagne, elle bouge plus, elle est vieille comme moi, et on voit bien que là où ça bouge, là, c'est vraiment en mouvement. Je veux dire, il y a quelques jours, vous aviez un sommet Inde-Afrique absolument gigantesque, vous avez plus de 40 chefs d'État et de gouvernement qui se sont déplacés. Je veux dire, l'Afrique a un potentiel, il y a des intérêts, etc., qui sont énormes. C'est vraiment une Afrique en mouvement. Donc, si un certain nombre, là, je pense qu'on est dans la fin d'une phase historique et ça va traîner. Mais je veux dire, il y aura forcément des alternances et les choses bougent. Oui, moi je pense qu'il faut regarder l'avant, quoi. Il faut progresser. Ça, ce sont des soubresauts des anciens systèmes qui restent. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous sommes dans cette mondialisation des impératifs. Il faut régler un certain nombre de problèmes économiques qui se posent dans le monde, qui déstructurent les sociétés et les familles. Et je crois que l'Afrique aujourd'hui, c'est, comme le disent tous les économistes, que le 3e millénaire, c'est le millénaire de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il va apporter des solutions économiques, ce grand marché qui attend. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait des véritables politiques, pas de ceux qui nous renvoient dans les ères soviétiques. Alors, donc il nous faut aller devant pour créer de la plus-value sur place. Et je crois que là, je crois l'Europe, si elle veut s'en sortir, l'Occident, si elle veut s'en sortir, c'est de tourner en même temps sa page coloniale pour aller vers une page de partenariat très pas gagnant-gagnant, je n'aime pas ce terme-là, mais un partenariat qui permette d'avoir de la plus-value et en même temps de faire fonctionner les hauts fourneaux ici en Occident qui ne fonctionnent plus. Parce que l'économie actuelle
c'est l'économie de service. Une économie de service n'a jamais fait évoluer de la richesse nationale. Ce sont les hauts fourneaux. Et tous les pays d'Afrique sont en train d'ouvrir les bras en disant « Venez dans cette nouvelle Afrique qui vous tend les mains pour produire, développer ce pays. » Je crois que c'est comme ça qu'on n'aura plus à faire des référendums au saut du lit. La restauration du général Diendéré, Sédi Kaba, ouvre la boîte à Pandore et permettra peut-être, si ce général se mettait à table, de trouver la vérité sur deux dossiers assez épineux. L'assassinat de Thomas Sankara et du journaliste Norbert Zongo. Voilà quelqu'un qui aurait pu se retrouver ailleurs et qui se retrouve en prison. Diendéré, quand il y a eu ambassadeur à Cuba, le poste lui a été proposé par Zida, qui a été son adjoint au RSP, et il a refusé d'aller à Cuba. On lui a dit, même si tu ne vas pas à Cuba, reste tranquille avec ton statut de général et tous les avantages qui vont avant, et qui a joué le feu et qui se retrouve aujourd'hui en prison. Diendéré, s'il n'avait pas fait ce coup d'État un peu farfelu du 17 septembre, Diendéré que l'on présente avec le soutien de Sassou. Comme un Saint-Syrien, oui, avec le soutien de Sassou. Et mais je pense que même un soldat de base n'aurait pas fait le coup d'État dans les conditions qu'il a fait. Il n'y a pas besoin d'être un militaire pour savoir que les conditions d'un coup d'État n'étaient pas réunies au moment où il l'a fait. En plus, quand il fait le coup d'État, il s'assoit, au lieu d'aller vers les autres unités pour essayer de démarcher pour qu'ils adhèrent, il s'assoit en disant que non, nous sommes les gens puissants, les autres vont venir vers nous. Et qui se retrouve dans son piège. Le coup d'État n'a pas fonctionné. Diendéré est en prison. Peut-être un des arguments du coup d'État, qui est un argument totalement puérique, c'est parce que sa femme n'a pas été autorisée à être députée. Vous savez que sa femme, Fatou Diendéré, est une militante convaincue du CDP, le parti de Kampaoré. Quand elle a déposé son dossier pour les législatives, elle a été disqualifiée. Absolument. Et cet argument familial a été mis dans la balance pour faire un coup d'État, entraîner le Burkina dans l'aventure. Aujourd'hui, Diendéré se trouve en prison. Non seulement il va répondre du coup d'État, mais de tout ce qu'il a fait. Absolument. Pendant 27 ans, puisqu'il était le compagnon de Blaise et il était un des exécutants de toutes les basses. Vous parlez de l'affaire Norbert Zongo, l'affaire Thomas Sankara, l'affaire d'Abou Boukari, les autres exécutions, les crimes économiques, tout ça, il va répondre alors qu'il aurait pu être à Cuba tranquillement en train de fumer le cigare. Antoine? Oui, enfin, c'est difficile de refaire l'histoire de ce coup d'État. Absolument. Moi, je pense très rapidement que ce coup d'État n'était pas du tout un coup d'État pour se maintenir au pouvoir de Gilbert Diendéré. Je pense qu'il y avait une vraie volonté, en fait, quand Gilbert Diendéré et un certain nombre de gens qui étaient pour l'ancien président Blaise Compaoré, ils ont vu qu'il y avait un vrai problème, qu'ils allaient aller aux élections sans pouvoir avoir l'un des leurs et pouvoir négocier. C'est un coup d'État pour moi qui n'est pas un coup d'État pour le pouvoir, c'est un coup d'État pour l'impunité. Parce que la stratégie qui avait été mise en place, c'était en se disant, si finalement Djibril Bassolé ou l'un des leurs pouvait arriver à se présenter pour pouvoir négocier, on est en Afrique, pour tous les pays maintenant, on est dans un problème d'amnistie, d'impunité, de justice. C'est ça qui va être important. Et là, c'est pire. C'est-à-dire maintenant, non seulement il est en prison, mais il va être jugé non seulement pour les crimes anciens, mais pour les crimes nouveaux. Donc mais c'était vraiment l'histoire de l'impunité. Oui, bon, pour moi, en ce qui concerne... Très rapidement, oui, bon, j'ai toujours dit que les militaires devraient être dans les casernes. Voilà, être dans les casernes, c'est ce que j'avais proposé à tous ceux qui ont fait des basses œuvres au Congo-Brazzaville, qu'on tourne la page et on construit le pays avec des emplois réservés. S'il n'avait pas fait son référendum au saut du lit, peut-être qu'il aurait eu aussi cette façon-là. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il vient de faire, il est obligé de répondre de tous les crimes. Et pour revenir, vous savez, vous l'avez bien souligné, entre le Burkina Faso et le Congo, la similitude réside au niveau de l'assassinat du président. Mais la différence est qu'au Congo, on a imputé cet assassinat du président Mariam Ngouabi à des gens qui n'étaient pour rien et qui ont entraîné des pertes de tueries pour rien. C'est pour ça que la confiance dans le système actuel est difficile. Sauf
dans la solution que je propose. Le gouvernement autrichien a annoncé ce mercredi sa volonté de construire une barrière à la frontière avec la Slovénie. Il a tort. Le monde entier, enfin, dans le cadre de la mondialisation, le Nord s'est fait avec le Sud. On voit les États-Unis, l'Amérique du Nord avec le Sud. Des pays asiatiques ont fait exactement la même chose. Et nous, comme par hasard, ça s'est arrêté au bassin méditerranéen. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas réussi, effectivement, à faire ce qui devait être, effectivement, son grand marché humaniste et son grand marché, je dirais, au sens du développement économique, social et inclusif en Afrique, ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on a un constat d'échec flagrant. Et, le deuxième point, c'est que finalement, l'Europe, comme vous disiez très très justement, est vieille. Elle est vieille, on n'a plus du tout les ressorts pour imaginer effectivement le nouveau monde. La différence d'âge, de moyenne d'âge entre la population africaine et la population européenne est de plus de 20 ans. Imaginez à l'heure effectivement des évolutions technologiques dans lesquelles on est aujourd'hui, 20 ans, c'est extrêmement important. Et vous dites très très justement, le fait que tout le monde a un portable, ça va être effectivement le support de base, je dirais, de la démocratie, je dirais, à la main. Puisqu'en fait, ça, ce sont vraiment les vraies obligations, avec un mind, c'est-à-dire des jeunes de ces nouvelles populations, avec des changements de paradigme aujourd'hui extrêmement forts. Et l'Europe, elle n'a pas compris. Enfin, je pense qu'elle n'a pas compris. Je pense qu'on va descendre très très bas. L'Europe, elle se renferme. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui. C'est quelque chose de catastrophique. Enfin, je veux dire, on a un peu ouvert, etc. Mais finalement, on est vraiment dans une situation aujourd'hui de renfermement, alors qu'on avait tout à gagner, effectivement, à s'ouvrir pleinement. Géopolitiquement, on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, on peut appeler un chat un chat. On n'est pas en Amérique du Sud, on n'est pas dans le sud-est asiatique. On est au bord du bassin méditerranéen, qui est vraiment le verrou entre, effectivement, l'Europe et l'Afrique. Bon, on a une situation privilégiée qui était la France. Et là, je rejoins très très justement, c'est que aujourd'hui il y a une ambivalence qui est celle de dire effectivement, on était les anciens empires coloniaux, etc., sur lesquels effectivement il y a encore une histoire, etc. Il faut quand même avoir une donnée fondamentale, c'est qu'aujourd'hui se joue sur l'échiquier mondial des grandes partitions, je dirais fortes, économiques. Enfin, je veux dire, parce que la première fois de l'humanité, on va être 7 milliards, presque 7 milliards et demi, 8 milliards de personnes, qui est quand même fondamental. Donc des changements forts que les dirigeants n'ont pas intégré. Et pour terminer, quelque chose, moi je suis toujours assez optimiste sur l'avenir, parce que les jeunes sont porteurs d'avenir. Quand vous dites effectivement les Africains s'accrochent au pouvoir quand ils y sont, mais regardez en Europe. Je veux dire, Berlusconi, je veux dire, a tout fait pour essayer de se garder. En France, on a aussi quelques exemples de ceux qui veulent effectivement les approcher. Je crois que fondamentalement le revenir. Comment? Et ceux qui veulent revenir. Non, mais je faisais allusion effectivement à ceux qui veulent revenir. C'était exactement ça. Donc, finalement, quand on a le pouvoir et qu'on a la possibilité d'utiliser les outils du pouvoir pour conserver le pouvoir, c'est, je dirais, presque, je dirais cérébralement, je dirais, c'est le reptilien de l'être humain. Donc voilà. Donc, mais je pense que on est dans une phase intermédiaire. On a un vieux monde qui est en train de s'écrouler. On ne connaît pas encore les nouveaux scénarios qui vont se dérouler, mais on est dans cette phase complètement intermédiaire où je pense que la jeunesse va finalement prendre le pouvoir au sens réel du terme. Je vais simplement rapporter cette anecdote de Michel Roussin qui disait que l'ancien ministre français de la coopération, qu'en 1974, il avait eu l'occasion, dans une autre fonction, d'accompagner l'ancien président du Sénégal, qui était Léopold Sédar Senghor. Et en 1974, Senghor lui disait, si vous n'aidez pas l'Afrique à se développer, ou si vous n'accompagnez pas le développement de l'Afrique, ni la mer, ni aucune autre barrière n'empêchera les gens de venir chez vous. C'était en 1974. Aujourd'hui, on le voit. Le fait que Cameron pense qu'il faut mettre des barbelés, il faut, je ne sais pas, faire ceci, cela, ça ne résoudra pas la question migratoire. Il faut trouver une solution globale à la question migratoire, à la fois avec les pays de départ, les pays de transit et les pays d'accueil. Or, aujourd'hui, c'est qu'on voit, l'Europe fait des réunions à Bruxelles, fait des sommets, etc., comme si la question pouvait être réglée entre Européens. C'est une question globale, il faut une solution globale avec les pays d'origine, les pays de transit et les pays d'arrivée. Le débat tire à sa fin. La dernière question est pour vous, Jean-Claude Montagnier. Manuel Valls se déclarait il y a quelques jours, l'Afrique est plus que jamais le continent d'avenir. Qu'est-ce que cela sous-entend? C'est une parole politique. Donc, moi, je regarde les actes. Les opportunités. Les opportunités, mais oui. Enfin, je veux dire, il faut être très très clair.
nous, on est quand même les champions en France des annonces. Hein, on est vraiment très très fort. On annonce suffisant dans chaque pays qu'on visite. On va vous donner ça. On va vous offrir effectivement tant de donations. On va créer effectivement des emplois. Enfin, je veux dire, c'est notre discours. Mais la réalité, quand on va sur le terrain, il n'y a rien. Moi, je vois surtout le Sud qui se développe avec le Sud. Et je veux dire, au détriment, mais très très fortement, de l'Europe. À part un peu les Allemands qui ont un peu compris effectivement le sujet. Les Allemands, ce sont les seuls qui effectivement ont compris ce que c'était l'intégration, ont compris ce que c'était, je dirais, ce que j'appelle moi la création de la valeur ajoutée partagée. Je vois ce qu'ils sont en train de faire en Tunisie, c'est assez exceptionnel dans l'approche. Alors que nous, on n'y est plus. Ce sont les Allemands qui y sont. Donc, ils sont en train de tester de nouveaux modèles pour différentes raisons, mais de nouveaux modèles de coopération intégrant effectivement ces populations à venir en Allemagne et après reproduire effectivement des schémas économiques de l'autre côté, qui sont vraiment une vraie nouvelle approche, je dirais, du nouveau monde. Ça, c'est quelque chose d'important. Enfin, il faut voir que la France, c'est quoi? En gros, c'est très pyramidal. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. Il y a 40 grands groupes, tout le monde le sait. Et la France est dirigée par 40 grands groupes. Voilà, enfin, je veux dire. Et on n'est pas encore en phase, je dirais, de réseau, structure partagée, etc. Donc on est, enfin, d'ailleurs on le vit en France. Je veux dire, on vit aujourd'hui les grandes difficultés de la France elle-même sur son propre sujet. Je veux dire, donc, voilà. C'était la voix de la diaspora. Votre confiance nous honore, chers téléspectateurs et auditeurs. Et à la semaine prochaine pour un autre débat. Merci. Merci.